Parce que quand un journaliste va jusque devant une juridiction pour être jugé, ça veut dire que quelque part, ce journaliste-là évolue dans une rédaction qui n'est pas responsable. Moi, je me dis, s'ils en ont perdu ça, c'est parce que peut-être quelque part, leur comportement en dit long. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure en filigrane. Lorsqu'on vit dans la précarité, tout le monde sait que les médias vivent dans la précarité, que les journalistes vivent dans la précarité. Tout le monde le sait. Les patrons de médias, ils sont là. Très peu payent leurs journalistes à plus de 1 million, 2 millions, 5 millions. C'est très peu. Il n'en existe pas. Il y a d'autres qui sont dans les structures de médias ad aeternam en situation de stagiaire. Et ils n'ont même pas une prime de transport, ils n'ont rien. Imaginez qu'un tel journaliste vient rencontrer un opérateur économique et qu'il lui tend 10 millions, 20 millions pour aller faire un reportage sur lui, mais il va être son griot. Il va pouvoir l'incenser, il va prendre fait et cause. Il ne va pas être dans une posture de discernement pour comprendre, attention, mon travail repose sur l'intérêt général. Mais il va vouloir défendre la personne. Et lorsque vous vous mettez dans cette guerre, parce que ce qui nous arrive là, quelque part, moi je me dis, c'est vrai, je ne suis pas pour l'excès, je ne suis pas pour, parce que ça porte préjudice à des images, l'image du pays et l'image de la corporation de journalistes. Parce que nous pensons que nous, journalistes, que non, cette décision-là ne nous porte pas atteinte. C'est-à-dire que ça ne porte pas notre image. Mais ça pose la problématique de l'exercice, de comment nous exerçons. Si on est arrivé là, comment nous exerçons? Vous avez vu, c'est ça. Conserver le pouvoir là. Il doit obéir la lumière. Et puis le pouvoir c'est comme ça. Conserver le pouvoir. Il doit obéir la lumière. Et puis le pouvoir c'est comme ça. Et puis le pouvoir c'est comme ça. Voilà, chers auditeurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale de ce, je crois que c'est le lundi, hein, de ce lundi. C'est une émission spéciale ce soir puisque nous recevons une grande personnalité, la personne du maître Gabriel Kamano, qui est le président du barreau des avocats de Guinée. Alors, avec lui, nous allons aborder toutes les questions relatives au fonctionnement de cette institution, le rôle de cette institution, puisque les gens, certains ne connaissent pas exactement le rôle de cette institution. Alors, on va aborder avec lui toutes ces questions toutes ces questions ce soir. Le rôle du barreau, on va lui poser également ces questions, mais aussi le système judiciaire en général, et puis avant de le libérer. Alors, je dis bonsoir à tous nos auditeurs et bienvenue dans cette édition spéciale qui a comme invité Maître Kamano, Gabriel Kamano, le président du barreau de Guinée. Le pays est un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Nous avons voulu qu'il y ait des consensus, qu'on s'y comprenne, encore une fois.
Parce que chaque fois qu'on ne s'est pas compris, ça nous a amené à quoi? Au sang, ça nous a amené aux larmes et aux victimes, qui sont tous des enfants de ce pays et qui pouvaient aussi être des ministres. Voilà, encore une fois, merci d'être venu, merci de la fidélité à la grande radio, la Basse Côte Internationale. Je dis bonsoir à tous nos auditeurs qui nous suivent partout dans le monde. C'est comme ça se passe. Si on a des éditions spéciales, et nous, voilà, on pose des questions rapidement à l'intéressé par rapport à la situation politique de notre pays. Ce soir, nous recevons Maître Gabriel Kamano, qui est le président par intérim du barreau de Guinée. Voilà, avec lui, nous allons aborder beaucoup de questions par rapport au rôle de cette institution, mais aussi le système judiciaire en général, la boussole de Mamadi. On va lui poser des questions, beaucoup de questions ce soir par rapport au fonctionnement du système judiciaire guinéen. Alors, sans plus tarder, je vais partir du côté de Conakry. Je dis bonsoir à M. Sissoko qui est connecté. Bonsoir à vous, M. Sissoko. De joindre notre invité du côté de Conakry. Merci encore de votre international. C'est comme ça se passe quand on a un spécial. Nous allons des questions. Allô? Voilà, Maître Gabriel Kamano, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de la radio de la diaspora depuis Washington. Comment allez-vous? Je me porte à merveille chez vous. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous sommes là du côté des États-Unis, on s'accroche quoi. Nous suivons les choses, l'évolution des choses en Guinée. Alors on aimerait vous poser quelques questions par rapport au fonctionnement du barreau de Guinée, puisqu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas du côté des États-Unis ici, et le rôle exactement du barreau de Guinée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu le rôle que joue le barreau de Guinée, puisque c'est vous qui assumez l'intérim, vous assumez la présidence par intérim de cette institution. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs le rôle que vous jouez? Ok, merci à vous et merci à vos auditeurs de la diaspora guinéenne du côté des États-Unis. Effectivement, je suis Maître Faya Gabriel Kamano, je suis bâtonnier par intérim du barreau de Guinée. Et comme vous l'avez dit, le barreau de Guinée est une institution indépendante. Pourquoi elle est indépendante? Parce que le barreau de Guinée n'est pas sous l'autorité du ministère de la Justice ni des pouvoirs publics, bien que nous participons au service public de la justice, parce qu'aujourd'hui, sans la participation des avocats, on ne peut parler ni de justice indépendante, ni de justice impartiale. Alors, le barreau de Guinée est une institution qui est créée en 1986. Parce qu'avant, sous la révolution de Sékou Touré, les avocats ne constituaient pas une profession indépendante. C'était des fonctionnaires qui étaient dévolus à la tâche. Mais depuis 1986, la profession elle est devenue indépendante. Donc, les avocats s'auto-administrent eux-mêmes. Alors, donc, c'est une institution de veille du respect des droits de l'homme, mais aussi de promotion des droits de l'homme. Donc, en tant que tel, le barreau de Guinée est en quelque sorte la sentinelle du respect de l'état des droits de l'homme.
C'est pourquoi chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, le barreau de Guinée est obligé d'intervenir pour dénoncer les violations des droits de l'homme. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, nous avons des difficultés parce que dans tous les pays du monde, le barreau participe au service public de la justice. Oui. Donc, en tant que tel, même dans la loi guinéenne, le barreau doit recevoir une subvention de l'État guinéen, mais depuis l'ancien compte jusqu'à maintenant, aucun président guinéen n'a accepté de subventionner le barreau de Guinée. Parce que les prises de position du barreau le font croire que le barreau est du côté de l'opposition. Or, le barreau n'est nullement du côté de l'opposition, nullement du côté du pouvoir. Oui. Le barreau est du côté du respect des droits de l'homme. C'est tout. D'accord. Donc, voilà en quelque sorte le barreau de Guinée, ce qu'il représente, sa mission. En quelque sorte, voilà. vous êtes, le barreau est le régulateur du fonctionnement administratif des avocats, non? Oui, le barreau est l'institution au sein de laquelle tous les avocats se retrouvent. Maintenant, au sein du barreau, il y a un organe dirigeant qu'on appelle le Conseil de l'ordre des avocats. Voilà. Ce Conseil de l'ordre des avocats est composé de 20 membres. À la tête de ces membres, il y a les bâtonniers. Il y a un bâtonnier de l'ordre des avocats, il y a le secrétaire général, il y a le secrétaire général adjoint, il y a un chargé de communication. En temps normal, là, si le bâtonnier est là, moi, mon poste, le poste qui m'est dévolu, je suis le porte-parole du barreau et le chargé de communication du barreau. C'est quand le bâtonnier n'est pas là que je fais office de bâtonnier par intérim, bien sûr, par sa volonté, parce qu'il faut qu'il prenne une décision pour que j'assure l'intérim. Il y a les chargés à la déontologie, les chargés de la formation, ainsi de suite. Donc, ce sont les 20 membres qui constituent le bureau du barreau. Et les 20 membres sont élus pour un mandat de 2 ans par les autres avocats. Donc, non seulement nous constituons, donc nous procédons à l'administration du barreau, mais aussi nous veillons sur la discipline des avocats. Okay. Ça fait que lorsque l'avocat n'est pas au-dessus de la loi, lorsque l'avocat est en porte-faux avec la loi, l'avocat cause du tort à ses clients, les clients peuvent se plaindre auprès du Conseil de l'ordre, donc auprès du barreau. Nous examinons ces plaintes. Si elles sont fondées, nous traduisons l'avocat devant le Conseil de discipline. Et lorsque les avocats sont traduits devant le Conseil de discipline, les sanctions peuvent varier de la radiation, peuvent aller de la radiation, de la suspension pour une durée maximale de 3 ans, au blâme, à l'avertissement, ainsi de suite. Ouais. Voilà. Et pour le cas guinéen, nous avons un seul barreau. Donc c'est un barreau national. Contrairement à certains pays où il y a beaucoup de barreaux tels que chez vous aux États-Unis, je sais qu'il y a assez de barreaux dans chaque État fédéré, il y a un barreau. Mais pour nous, nous constituons un barreau national. Donc, comme je l'ai dit, le barreau, c'est l'institution au sein duquel se retrouvent tous les avocats guinéens. Alors avec toutes les difficultés que vous venez de citer, là, vous n'êtes pas subventionné. Comment le barreau se porte globalement avec tous ces manques de moyens là? Le barreau vit de ses propres ressources. D'abord, la loi permet au barreau de créer ses propres ressources pour pouvoir vivre parce que le barreau, pour son administration, nous sommes exposés à beaucoup de charges. Il y a les déplacements du bâtonnier qu'il faut prendre en charge parce qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut que le bâtonnier réponde très souvent aux invitations au colloque. Et actuellement, par exemple, il est au Bénin pour assister à une formation pour des barreaux francophones, une formation qui regroupe les barreaux francophones de la sous-région. Alors donc, à ce titre, nous avons un personnel qu'on paye pour l'administration du barreau, des secrétaires que nous payons, des comptables que nous payons, et voilà. Donc, il y a une petite administration au sein du barreau. Donc, pour pouvoir supporter tous ces frais, nous avons instauré une cotisation annuelle. Chaque avocat paye 2 millions par an comme cotisation annuelle. En plus de ça, nous avons instauré ce qu'on appelle le thème de plaidoirie, le droit de plaidoirie. C'est un thème comme un thème fiscal, comme un thème postal. Chaque fois qu'un avocat a une nouvelle affaire, il est obligé d'acheter le thème et la poser sur le dossier.
Sinon, le juge ne peut admettre sa constitution, le juge ne peut lui permettre de plaider le dossier. Donc, nous avons fait prendre une décision dans ce sens. Ça fait que chaque avocat qui a une nouvelle affaire est obligé d'acheter le timbre. Voilà. Donc, nous avons aussi un revue que nous avons diffusé, que nous avons créé, qu'on appelle la revue du barreau, qui retrace les activités du barreau. Et cette revue aussi, nous la vendons l'unité à 200 000 francs. 200 000. Donc, ce sont là, entre autres, des frais qui nous permettent de vivre. Bon, il y a aussi que lorsque l'avocat est en conflit avec son client sur la taxation des honoraires, le bâtonnier peut prendre une décision de taxation des honoraires et pour l'arrêtement de cette décision auprès du secrétariat du barreau, l'avocat est obligé de payer 200 000 francs. Donc, ce sont ces différents frais qui nous permettent de subventionner les activités du barreau, mais aussi organiser des formations. Parce que dans notre corporation, chaque avocat est obligé de totaliser 25 heures de formation par an. Et puisque les avocats n'ont pas tous les moyens pour s'offrir les formations, ça fait que le barreau est obligé d'organiser les formations, surtout pour des jeunes avocats. Et ces formations nous coûtent énormément cher. Parce qu'il faut inviter les formateurs de l'étranger, il faut payer leurs billets d'avion, il faut payer les hôtels. Là. Donc, parfois, une seule formation peut nous coûter jusqu'à plus d'1 milliard de francs guinéens. Milliards de francs guinéens, oui. Voilà, ce qui peut faire 110 000 $. 110 000 $. Donc, ce sont ces ressources personnelles qui permettent au barreau de survenir à ses besoins et de pouvoir assurer ses dépenses quotidiennes. Voilà. Alors, mais vous avez dit tout à l'heure que depuis 1986, le barreau n'est pas subventionné. Mais est-ce que autant en 1986, pendant sa création, le barreau était financé par le gouvernement? Et pourquoi ça n'a pas continué? Non, le barreau n'a jamais été subventionné par l'État. Au début, je vous disais que c'était des avocats fonctionnaires. Ok, d'accord. Voilà, donc des avocats qui n'avaient pas droit de fixer des honoraires aux clients, c'est l'État qui payait ces avocats. Alors, ce qui était quand même anormal parce que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. Oui, tout à fait. Voilà, donc, et en 1986, le barreau est devenu une profession libérale et indépendante. Mais on n'avait pas la maîtrise du tableau parce qu'en ce moment, le barreau était régi par l'arrêté numéro 111. Donc, c'est le ministre de la Justice qui agréait les avocats. C'est le ministre de la Justice qui décidait qui pouvait être avocat, qui ne pouvait pas l'être. Donc, les dossiers étaient présentés au ministère de la Justice qui agréait les avocats. Donc, à partir de 2004, le barreau a introduit des réformes, notamment la loi 014 qui nous régit actuellement, au temps du bâtonnier Kabele, l'ancien ministre de la Sécurité et de la Défense. Donc, en son temps, nous avons introduit une loi à l'Assemblée qui est passée. À partir de cette loi, le barreau est devenu indépendante. C'est-à-dire que c'est le barreau lui-même qui organisait les concours pour le recrutement des avocats. Voilà, donc c'est le barreau qui agréait des avocats et c'est le bâtonnier qui les présentait à la prestation de serment. Alors, c'est cette loi de 2004, la loi 014, qui a prévu la subvention du barreau annuellement. Mais très malheureusement, depuis cette loi, le barreau n'a jamais eu la subvention. Alors, au temps de l'ancien Conti, nous étions très proches de la subvention, mais en temps, le président de la République était malade et Feu Jean-Marie Doré avait fait une sortie où il a dit que le président est malade. Il a critiqué l'état de santé du président et chacun se rappelle à l'époque, il a été arrêté à chose au restaurant d'amis au sorti d'un déjeuner du restaurant. Donc le barreau a pris position pour critiquer l'arrestation de Jean-Marie Doré que le barreau avait trouvé injuste. Donc sur la pression du barreau, l'ancien Conté avait fini par libérer Jean-Marie Doré. Donc le président Conté a estimé que le barreau était beaucoup plus proche de l'opposition que du pouvoir. Donc c'est comme ça qu'on a été privé de la subvention au temps de l'ancien Conté.
Et les événements les événements de janvier et février 2007, le barreau a activement participé à ces événements. Oui. Donc, ceux qui n'avaient pas pris au pouvoir, donc tout cela a fait que le barreau a été privé de la subvention. Au temps de l'ancien Conté et de Alpha Condé, c'était la même chose parce que lorsque vous prenez les marches du FNDC, beaucoup d'avocats ont participé à ces marches. Et lorsque vous prenez cette histoire du troisième mandat, beaucoup d'avocats se sont levés contre le troisième mandat et le barreau même a fait des déclarations pour se lever contre le troisième mandat. Alors, c'est pour vous dire que depuis la création du barreau, il n'a jamais bénéficié de la subvention des pouvoirs publics. Alors, mais Dieu merci, avec nos petits moyens, nous parvenons à nous prendre en charge. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, mais Maître Kamano, bon, vous avez parlé quelques actes que vous avez posés depuis 86, par exemple le FNDC, l'arrestation du vieux Jean-Marie Doré, paix à son âme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres actes qui ont été posés à part de cela, puisque nous vivons dans une insécurité totale en Guinée? Est-ce que le barreau a posé d'autres actes à part, par exemple, réagir par rapport à l'arrestation des leaders politiques sur le plan Non, le barreau a pris position sur beaucoup de sujets. Par exemple, beaucoup de sujets que je ne peux pas lister ici, mais quand nous restons dans la transition, vous savez, il y a le musulman des médias, la coupure de l'Internet. Le barreau a pris position sur le sujet. Parce que lorsque vous prenez la charte de la transition, chaque citoyen a droit à la diversité de l'information. Et l'information est un droit pour chaque citoyen. Donc, le fait de museler les médias, le fait de couper l'Internet à l'époque, le barreau a trouvé que c'était une atteinte au droit à l'information. Tout à fait. Parce que chaque citoyen a droit à l'information. Le barreau a pris position sur ce sujet. Ça a même créé une distinction entre le ministère Oued et le barreau sur la question. Alors, le barreau a pris position sur l'arrestation du secrétaire général de la presse, M. Pandessa, c'est Jamel Pandessa. Et jusqu'à ce que le barreau a décidé de le défendre. Et moi, personnellement, le barreau m'a commis à le défendre. Donc, non seulement le barreau a pris position, mais le barreau l'a défendu aussi. Parce que le barreau a envoyé des avocats pour le défendre. Voilà. Et le cas le plus récent, c'est la mort du général Sadiba Coulibaly. Voilà. Vous avez suivi le communiqué du barreau. Le barreau, au moment où tout le monde n'osait pas prendre la parole, le barreau a osé prendre la parole pour exiger une enquête afin que le peuple de Guinée chasse les circonstances et les conditions de la mort du général Sadiba Coulibaly. Voilà. Donc, c'est beaucoup de sujets que je ne peux pas vous énumérer ici. Parce que je ne suis pas au bureau, parce que c'est des sujets qui sont documentés. Voilà, tout à fait. Voilà, ça, cela va me ramener à vous poser des questions par rapport à la mort du général Sadiba Coulibaly, qui a suscité beaucoup de problèmes, beaucoup de doutes. Et on a vu la déclaration du barreau qui a été saluée du côté des États-Unis ici, mais aussi il y a des doutes. Parce qu'ils appellent la radio, ils se disent que mais on est vraiment content de la réaction du barreau, mais est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Parce qu'on a vu beaucoup de déclarations comme ça, parce que la perte en vie humaine, comme celle du général, ça pose des questions. Alors, Maître Kamano, vous avez fait une déclaration. Vous-même, vous avez constaté des anomalies dans la procédure avant la mort du général. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour ne pas que des choses comme ça arrivent maintenant en Guinée? Parce que vous avez été clair dans votre communication, vous avez cité toutes les anomalies. Quelles sont les dispositions prises? Vous savez, nous, comme je l'ai dit, nous sommes une institution de veille des droits de l'homme.
Ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à dénoncer. À dénoncer. À dénoncer. Tant qu'il y a des anomalies, il faut continuer à dénoncer, mais aussi encourager des citoyens à porter plainte quand il y a des anomalies. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Vous savez, il y a des dossiers, quand vous les commencez, tout le monde peut penser que c'est de l'utopie, que ça ne va jamais aboutir. Aujourd'hui, il y a le cas du procès de Dadis en cours. Au début, personne ne pouvait penser que ça pouvait aboutir. Il y a des obstacles politiques. Le président Alpha Condé ne voulait pas que ce dossier soit jugé. Mais vers la fin, on est en train de juger aujourd'hui ces dossiers. Tout à fait. Vous avez suivi le cas de Hissène Habré au Sénégal. Oui, oui. Il y a eu énormément de blocages politiques, tant du côté du Sénégal, tant du président Ouattara, tant du côté de l'Union africaine. Mais le président Hissène Habré a fini par juger et même mourir en prison. Voilà, c'est ça. Donc, le barreau ne peut que continuer à dénoncer dans son rôle de veille des droits de l'homme. Le procès est... encourager les citoyens à porter plainte. Voilà. Parce qu'une fois que vous portez plainte, ça a l'avantage d'arrêter la prescription. Maître Kamano, est-ce que le procès du 28 septembre vous rassure? Parce qu'il y a des plaintes qui commencent à sortir par rapport au procès, puisque... Vous savez, il n'y a pas une œuvre humaine qui soit parfaite. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Même le procès de Trump aux États-Unis fait l'objet de critiques. Tout à fait. Tout à fait. Or c'est la plus grande démocratie. Pour Trump, par exemple, et les partisans de Trump, il s'agit d'un procès politique contre eux, c'est un acharnement politique contre eux. Vous voyez? Mais ce qu'il faut saluer, c'est que le procès du 28 septembre a l'avantage de rappeler à tous les dirigeants qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Tout à fait. Et qu'ils sont obligés de poser des actes avec intelligence et conformément à la loi. Parfaitement. Lorsqu'ils posent des lois qui sont aux antipodes du droit et de la loi, ils peuvent un jour se retrouver devant la justice. Et vous avez suivi tous les accusés quand on leur a donné la parole pour leur défense. Tous ont reconnu qu'ils ont beaucoup appris du procès. Donc, c'est ce qu'il faut retenir comme leçon de ce procès. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, mais maître, il y a une question qui vient des réseaux sociaux de Facebook. On reproche le barreau par rapport à la mort du général Sadiba. Il fait au moins la chance à la famille de faire une deuxième autopsie avant de livrer le corps pour Mandiana. Pourquoi le barreau n'a pas exigé à ce qu'une deuxième autopsie soit faite, puisque dans le communiqué du barreau même, le barreau doutait par rapport à ce lieu secret-là, par rapport à toute la procédure en général, mais pourquoi vous n'avez pas exigé une deuxième autopsie? Ce qu'il ne faut pas confondre, M. Sadiba Koulibaly avait ses avocats. Le barreau ne peut pas se mettre à la place de ses avocats. Le barreau défend des principes généraux pour tous les citoyens. Vous comprenez? Mais cela ne fait pas perdre aux avocats de Sadiba ou la famille de Sadiba d'exiger une autopsie. Le barreau a trouvé que les conditions les conditions de sa mort étaient douteuses. C'est pourquoi le barreau a exigé et continue à exiger qu'il y ait une enquête. Parce que pour le barreau, tout citoyen condamné doit être à la maison centrale ou dans un établissement pénitentiaire défini par la loi. Mais le général Sadiba a été condamné, au lieu d'être envoyé à la maison centrale, s'est retrouvé dans un endroit autre que la maison centrale. Voilà, donc c'est ce que le barreau peut faire. Maintenant, et le barreau continue à veiller sur ça. Vous demandez une enquête. Vous avez demandé les deux procureurs militaires et civils de travailler ensemble pour nous implémenter vraiment ces investigations pour que la vérité soit. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? Parce que le général est enterré, et puis voilà, est-ce que ça, c'est pas... Non, ce n'est pas trop tard, ce n'est pas tard.
Vous vous rappelez que pour le procès de Thomas Sankara est décédé il y a plus de 30 ans. Oui. Mais son corps a été déterré pour autopsie. Ah ouais, c'est possible. Voilà. D'accord. Ce n'est pas parce que le général Sadiba est enterré que ça peut empêcher toute autopsie. Non. Il est enterré, mais il a possibilité. La science est trop développée pour ça. Tout à fait. Il est enterré, mais les autopsies sont encore possibles dans une enquête. Tout à fait. Donc, il y a, le barreau continue à travailler sur ce dossier-là, sur la mort du général Sadiba. C'est ce que je comprends, quoi. Vous continuez? Le barreau continue à travailler parce que Sadiba a été arrêté avec 7 autres militaires. Tout à fait. Après la déclaration du barreau, 6 ont été libérés. Il y a un qui n'est pas encore libéré. Donc le barreau continue à se battre pour que celui qui est encore en détention soit libéré. Parce que la justice a dit qu'il n'y a aucune charge contre lui. Donc on ne comprend pas pour quel motif on continue à le garder. D'accord. Maître, je vais partir du côté de New York. Voici M. Sissoko, bonsoir. Du côté de New York, vous avez une question rapidement pour Maître avant de le libérer? Si M. Sissoko n'est pas occupé. Alors, M. Sissoko, tu m'entends du côté de New York? Voilà, M. Sissoko est occupé. Alors, Maître, moi, je vais vous poser une dernière question. J'espère vraiment que c'est une dernière question parce que j'ai d'autres obligations. D'accord, ça sera la dernière question. Alors, qu'est-ce que... Monsieur Bangoura. Allô? Rapidement avec ta question parce que là, voilà, on n'avait que 15 minutes avec Maître Kamano. Allô? Oui, vas-y, Sissoko, avec ta question. Je salue le Maître Kamano. Il y a des bruits là où il se déplace pas un peu, Sissoko. Je voudrais savoir, il a dit que le barreau va ouvrir une commission d'enquête indépendante. C'est contre qui? Cette commission d'enquête indépendante, ça serait dirigé contre qui? C'est contre le CNRD ou contre X? C'est ça qu'on devrait savoir. Voici ma question. D'accord. Alors, Maître, c'est à vous de satisfaire. C'est la dernière question, ça sera la dernière question. Bon, je n'ai pas dit que le barreau va ouvrir une enquête. Le barreau n'a aucune possibilité d'ouvrir une enquête parce que ce n'est pas son travail. Le barreau exige que les autorités publiques ouvrent une enquête. Et le barreau souhaiterait appartenir à la commission d'enquête. L'enquête, ça se raconte X. Parce que l'enquête part toujours d'un fait donné pour remonter des informations jusqu'à aboutir à un résultat donné. Donc l'enquête, c'est contre X. Le barreau exhorte les autorités à ouvrir une enquête pour que lumière soit faite sur les causes et les conditions de décès du général Sadiba. Mais aussi afin de connaître les lieux de détention où il était détenu jusqu'à trouver la mort. Parce qu'il était censé être à la maison centrale, mais n'a jamais été envoyé à la maison. Il n'a jamais été enfermé à la maison centrale. Il n'a jamais été détenu à la maison centrale. C'est très important. Très important. Merci. Voilà. Alors, Maître Kamano, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous avez... C'est à moi de vous remercier. Merci à vous et merci à vos auditeurs du côté des États. Merci, Maître. Merci. Maître. You have $16.10 remaining in your account. Please enter the telephone number you wish to dial next. Voilà, Maître Kamano.
le président par intérim du barreau de Guinée, alors Sissoko, je crois que Maître Bruy à côté de Sissoko, il nous a tout expliqué. Bon, c'est toutes les questions ont été posées à Maître Kamano. Je crois que j'espère que nos auditeurs seront satisfaits de ces réponses, parce que là, selon Maître Kamano, les investigations continuent et le barreau vraiment continue à suivre ce dossier avec les avocats du victime, surtout par rapport à ce lieu secret. Vous savez, dans mon débat du samedi, j'avais insisté sur ce lieu secret-là. Et nous, là où on amène les gens, chaque fois, et puis c'est là, dans ce lieu secret-là, comme ils viennent de le dire, qui nous intéresse, où on amène les gens pour que des trucs comme ça se passent. Parce que les détenus sont censés être à la maison centrale. Mais pour le cas particulier de Sadiba Coulibaly, où on a amené Sadiba Coulibaly, ce lieu secret-là. Alors je suis d'accord avec le président par intérim du barreau, Maître Kamano, par rapport à cela. Il faut qu'ils aillent au fond même pour savoir ce lieu secret-là, là où ces gens-là amènent, ils viennent arracher la personne pour lui amener dans ce lieu secret-là. Où se trouve ce lieu secret-là? Merci encore d'être venu. C'était Maître Kamano, le président par intérim du barreau de Guinée. Alors, on va pouvoir... je crois que nos auditeurs sont satisfaits. Ils seront satisfaits avec ces réponses. S'ils ne sont pas satisfaits, voilà, faites-nous les commentaires. Mettez les commentaires par rapport à ces réponses du Maître Kamano. Ça nous fera plaisir de débattre, faire un débat sur cette interview le samedi. On va inclure vos commentaires aussi. Si vous avez des commentaires à faire sur Facebook ou YouTube, si vous êtes d'accord avec les réponses de Maître Kamano, allez-y, faites des commentaires. Et nous faites beaucoup de commentaires, n'importe quel commentaire. D'ici le samedi, nous reviendrons avec nos analyses, nos différentes analyses aussi par rapport à vos commentaires, mais aussi aux réponses du Maître Kamano. Alors merci encore une fois, je vous souhaite de passer une très bonne journée et merci encore de votre fidélité à la Grande Radio.